Les superstars de la WWE sont immortalisées sur le ring, mais en dehors, elles sont tout aussi humaines que le reste d'entre nous. Pour certains, leurs derniers instants ont été un adieu tranquille. Pour d'autres, la tragédie a frappé sans crier gare. Même les plus grandes légendes ne sont pas invincibles. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les dernières images obsédantes des catcheurs de la WWE avant qu'ils ne nous quittent pour toujours. Parfois, les dernières photos connues de ces stars en disent plus long que les mots sur leurs derniers jours. Des sourires qui cachent la douleur, des corps poussés à bout et des moments figés dans le temps juste avant la fin. Pour les fans de l'âge d'or de la WWE, peu de noms brillent autant que celui de Macho Man Randy Savage, 2 fois champion de la WWE, champion intercontinental, et l'une des personnalités les plus électrisantes à avoir jamais pénétré dans le Squared Circle. Savage était l'incarnation du charisme, de l'athlétisme et de l'intensité. De son emblématique Flying Elbow Drop à ses inoubliables promos agrémentés de son « Oh yeah » rauque caractéristique, Savage était plus qu'un catcheur, c'était un spectacle. Mais à la fin de sa vie, ce personnage plus grand que nature s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus humain. La dernière photo publique connue de Macho Man a été prise en 2011 lors d'un match de baseball des Mets de New York. Le catcheur, autrefois vibrant et flamboyant, était assis dans les tribunes, bien loin de l'époque où il faisait des promos en robe colorée et lunettes de soleil. Sa célèbre barbe sombre est désormais entièrement blanche, et son visage porte les marques de décennies passées sur le ring. Il n'a plus rien à voir avec le babyface plein d'énergie ou le heel sournois qui a régné sur le ring dans les années 80 et 90. Cette image est d'autant plus obsédante que 2011 avait commencé comme une année passionnante pour Randy Savage et ses fans. Après près de 2 décennies de silence entre lui et la WWE, il est soudainement réapparu pour promouvoir des figurines et des jeux vidéo sous la marque WWE. Beaucoup y ont vu le signe que les barrières entre lui et Vince McMahon s'étaient enfin refermées et qu'il pourrait bientôt revenir pour une intronisation au Hall of Fame, ou peut-être même pour une apparition spéciale à Monday Night Raw. Mais aussi vite qu'il a refait surface, il a disparu. Le matin du 20 mai 2011, Savage était au volant de sa Jeep Wrangler à Seminole, en Floride, avec sa femme Lynn sur le siège passager. Il s'était plaint de ne pas se sentir bien la veille, mais il l'avait balayé d'un revers de main, disant même à son frère, Lanny Poffo, qu'il avait eu une belle vie. Alors qu'il roule dans les rues de Floride, Savage marmonne soudain à sa femme « Je crois que je vais m'évanouir ». L'impensable se produit alors. Il lâche le volant et la Jeep dévie de sa trajectoire. Lynn s'est rapidement penché et a dirigé le véhicule vers un arbre, évitant ainsi la circulation en sens inverse. L'impact a été mineur. Lynn s'en est sorti avec des blessures légères. Mais pour Savage, il était trop tard. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est déclaré mort à l'âge de 58 ans. Une autopsie a ensuite confirmé qu'une crise cardiaque était la véritable cause du décès. L'accident lui-même n'a eu que peu d'impact, mais à l'instar de sa carrière de catcheur, les derniers instants de Savage ont été rapides, intenses et choquants pour le monde entier. En ce qui concerne les décès choquants, peu d'histoires dans l'histoire de la WWE sont aussi déchirantes que celles d'Eddie Guerrero. Peu de catcheurs ont incarné comme lui l'expression « cheating death, stealing life ». Un génie technique est certainement l'une des stars les plus aimées de la WWE. La dernière photo connue d'Eddie Guerrero a été prise le 9 novembre 2005, 4 jours seulement avant son décès. Sur cette photo, il semble aller bien et sourit même à l'appareil photo. La veille, le 8 novembre, Eddie a disputé son dernier match contre Mr. Kennedy lors d'un enregistrement de SmackDown. Le match a été diffusé le 11 novembre, 2 jours avant sa mort. Eddie a gagné en utilisant sa tactique classique « Lie, Cheat and Steal », prouvant une fois de plus qu'il était l'un des plus grands compteurs in-ring de tous les temps. Le 13 novembre 2005, Eddie est retrouvé sans réaction sur le sol de la salle de bain de sa chambre d'hôtel à Minneapolis. N'ayant pas répondu aux appels, son neveu, Chavo Guerrero, a forcé l'entrée avec la sécurité. Il a trouvé Eddie immobile, la brosse à dents encore dans la bouche. Les secours arrivent, mais il est trop tard. Eddie a été déclaré mort à l'âge de 38 ans, la cause étant une insuffisance cardiaque aiguë. Sa veuve, Vicky Guerrero, a révélé plus tard que des années de toxicomanie
et un programme de catch intense avait gravement endommagé son cœur. Né dans la légendaire famille de catcheurs Guerrero, Eddie était destiné à la grandeur. Il a participé à des compétitions au Mexique, au Japon, à l'ECW, à la WCW et à la WWE, s'affirmant comme l'un des athlètes les plus doués de sa génération. Mais les plus grandes batailles d'Eddie se sont déroulées en dehors du ring. Des années d'alcoolisme et de dépendance aux analgésiques ont failli mettre fin à sa carrière. Après avoir été libéré de la WWE en 2001, il s'est battu, est devenu sobre et a fait un retour triomphal, culminant dans son plus grand moment, la victoire sur Brock Lesnar pour le championnat de la WWE à No Way Out 2004. Un mois plus tard, il a célébré sur le ring avec Chris Benoit à WrestleMania X, tous deux brandissant leurs titres mondiaux. La mort d'Eddie a choqué le monde du catch. La WWE a immédiatement consacré Raw et SmackDown à des spectacles d'hommage, avec des superstars portant des brassards, Eddie Guerrero, un salut de 10 cloches, et son lowrider emblématique placé près de la scène. Le moment le plus émouvant a été celui où Chris Benoit s'est effondré en larmes, dévasté par la perte de son ami le plus proche. « Merci pour tout ce que tu m'as donné, je ne t'oublierai jamais, je t'aime. » Rey Mysterio a ensuite dédié sa victoire au Royal Rumble 2006 et son titre à WrestleMania 22 à la mémoire d'Eddie, prouvant ainsi que l'héritage de Guerrero était toujours présent, un champion pour toujours. Contrairement à Eddie Guerrero, Owen Hart n'a jamais eu la chance de gagner une dernière fois. Sa vie a été interrompue avant qu'il ne puisse monter sur le ring. Sa dernière photo connue, une image fixe de cette nuit fatidique, quelques instants avant sa descente, reste l'une des images les plus troublantes de l'histoire du catch. Les fans n'ont jamais pu le voir faire une dernière promotion. Nous sommes le 23 mai 1999 et le pay-per-view Over the Edge de la WWF se déroule à la Kemper Arena de Kansas City, dans le Missouri. Owen Hart devait défier le parrain pour le titre de champion intercontinental, mais le match lui-même n'aurait jamais lieu. Ce soir-là, Owen Hart se produisait sous son gimmick Blue Blazer d'eau, un personnage de super-héros destiné à se moquer des babyface bien pensants. Pour ajouter du spectacle à son personnage, la WWF avait prévu une entrée élaborée où il serait descendu des combles par un système de harnais, un peu comme l'entrée emblématique de Shawn Michaels à WrestleMania 12. Mais alors que la descente de Michaels avait été soigneusement exécutée à l'aide d'un équipement de haute qualité, la cascade du King of Hearts a été réalisé à la hâte, à l'aide d'un mécanisme d'attache rapide, bon marché et défectueux, qui n'avait jamais été conçu pour ce type de cascade. Alors que des millions de fans regardent la scène en direct, l'émission est soudainement coupée par une promotion préenregistrée. À l'intérieur de l'arène, quelque chose a terriblement mal tourné. Owen Hart, qui se préparait à descendre, était en train de s'ajuster lorsque le harnais s'est désengagé de façon inattendue, le libérant à 24 mètres au-dessus du ring. N'ayant pas le temps de réagir, il tombe à toute vitesse, s'écrasant la poitrine la première sur les cordes du ring, avant de s'effondrer dans le ring. L'impact a été catastrophique. La superstar a subi un grave traumatisme contondant, provoquant une hémorragie interne massive. Le personnel médical s'est précipité sur le ring, tentant désespérément de le stabiliser, mais les dégâts étaient trop importants. Il a été transporté au Truman Medical Center, où il a été déclaré mort à seulement 34 ans. En coulisses, les responsables de la WWF sont en plein chaos. Avec Vince McMahon à la barre, la compagnie est confrontée à une décision impossible. Le spectacle doit-il continuer? Dans l'une des décisions les plus controversées de l'histoire du catch, McMahon décide de maintenir le pay-per-view. Alors que les ambulanciers transportent le corps inanimé d'Owen hors du ring, les autres matchs se déroulent comme si rien ne s'était passé. La veuve d'Owen, Martha Hart, dévastée par la négligence qui a conduit à la mort de son mari, a intenté un procès pour mort injustifiée contre la WWF. L'affaire a été réglée à l'amiable pour 18 millions de dollars, somme que Martha a utilisée pour créer la fondation Owen Hart, une organisation caritative destinée à aider les familles défavorisées. Aujourd'hui encore, Martha refuse que la WWE intronise Owen au Hall of Fame, estimant que cela glorifierait une société qui n'a pas su le protéger. Sa mort nous rappelle que, même dans une industrie scénarisée, les conséquences de la vie réelle peuvent être mortelles. En fait, les combats d'un catcheur se déroulent généralement à l'intérieur du ring. Mais pour Ashley Massaro,
Le combat qui lui a coûté la vie était un combat silencieux dans les coulisses. Ashley Massaro était la définition d'une diva rockstar, audacieuse, intrépide et électrisante à l'intérieur du ring de la WWE. Après avoir remporté le concours des divas en 2005, elle est rapidement devenue la favorite des fans, participant au match de WrestleMania, faisant la couverture de Playboy et apparaissant à la télévision dans les émissions Survivor et Smallville. Mais derrière les lumières brillantes et les foules rugissantes, Ashley menait silencieusement des batailles que personne ne pouvait voir. Début 2019, Ashley a filmé ce qui allait devenir sa dernière apparition à l'écran en jouant dans le clip vidéo Choose Song. Le titre, un hymne sur la dépression et le pouvoir de guérison de la musique, a été écrit par l'ami et ancien collègue d'Ashley, Brian Orlando. Tous deux animaient des émissions de radio sur la station de rock 94.3 The Shark à Long Island, dans l'État de New York. La vidéo montre Ashley luttant contre ses émotions avant de trouver du réconfort auprès de ses amis, ce qui reflète les luttes qu'elle mène dans la vie réelle. S'agissait-il déjà d'un appel à l'aide? Quelques semaines avant sa sortie, la Dirty Diva avait disparu. Le 16 mai 2019, 10 jours seulement avant son 40e anniversaire, Ashley a été retrouvée sans réaction dans sa maison de Long Island. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle a été déclarée morte peu de temps après, laissant derrière elle sa fille, Alexa. La cause a ensuite été déclarée comme étant un suicide. Sa mort a secoué le monde du catch, laissant les fans et les anciens collègues le cœur brisé. La chanson tragique a été publiée après que les athlètes ont reçu le feu vert de la famille. Lorsque la famille Massaro nous a donné sa bénédiction, il était temps, mais c'est toujours doux amer, a déclaré Brian Orlando. Quelques semaines avant le lancement de l'ensemble, Ashley a été victime de sa dépression. J'étais effondré d'avoir perdu mon ami et l'ensemble du projet m'a semblé dérisoire à ce moment-là. Les difficultés d'Ashley duraient depuis des années. En 2016, elle s'est jointe à un recours collectif contre la WWE, alléguant que la société ne l'avait pas protégée, ainsi que d'autres catcheurs, contre les blessures à la tête qui ont entraîné des lésions cérébrales à long terme. Plus inquiétant encore, en 2017, elle a révélé dans une déclaration sous serment qu'elle avait été agressée sexuellement par un membre de l'armée américaine lors d'une tournée de bienveillance de la WWE au Koweït. Un crime sur lequel, selon elle, la direction de la WWE lui aurait demandé de garder le silence. Bien que sa carrière à la WWE n'ait duré que 3 ans, Ashley a eu un impact durable. Elle était une athlète qui donnait tout ce qu'elle avait sur le ring. Mais son histoire est aussi une mise en garde sur la sensibilisation à la santé mentale, les dangers d'un traumatisme non traité et les difficultés auxquelles les athlètes doivent faire face une fois que les projecteurs se sont éteints. Un autre exemple de suicide pourrait être celui du Canadian Crippler Chris Benoit, mais son histoire pourrait être encore plus sombre. La dernière photo connue de Chris Benoit, prise avec un téléphone portable par un fan dans le cabinet du docteur Phil Hastings en juin 2007. Une photo prise une semaine avant la catastrophe. Pourtant, rien ne pouvait laisser présager ce qui allait se passer. Chris Benoit était une puissance sur le ring, dont la carrière s'est déroulée dans de nombreuses organisations de catch, dont la WCW et la WWE. Ses prouesses techniques et son style intense sur le ring lui ont valu la réputation d'être l'un des meilleurs catcheurs de l'industrie. Dès l'âge de 12 ou 13 ans, il voulait entrer dans l'industrie du catch. Chris soulevait des poids tous les jours, a déclaré son père, Mike Benoit. C'est ainsi qu'il est devenu catcheur professionnel à 18 ans et qu'il était déjà champion du monde à 25 ans. Cependant, en juin 2007, à l'âge de 40 ans, l'héritage de Chris Benoit a été assombri par un incident tragique et troublant. En l'espace de 3 jours, Chris Benoit a assassiné sa femme, Nancy, et leur fils de 7 ans, Daniel, avant de se suicider dans leur maison de Fayetteville, en Géorgie. Avant de s'enlever la vie, Chris aurait envoyé une série de messages textuels étranges à des collègues et à des voisins. Notamment, « Les chiens sont dans la piscine fermée. La porte latérale du garage est ouverte. » Un autre disait « Mon adresse physique est 130 Green Meadow Lane. » Peu de temps après, la police s'est arrêtée pour un contrôle de bien-être après que le champion du monde ait manqué plusieurs rendez-vous avec son médecin. Les autorités ont découvert Nancy ligotée et étranglée, Daniel étouffé dans son lit
et Chris pendu à l'aide d'un appareil de musculation dans sa salle d'entraînement. Il n'a pas laissé de lettres de suicide, mais des exemplaires de la Bible reposent à côté de ses victimes. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer l'impensable? Les rapports toxicologiques ont révélé que le catcheur avait un taux élevé de testostérone dans son organisme au moment de sa mort, ce qui suggère une utilisation récente de stéroïdes. En outre, des anxiolytiques et des analgésiques étaient présents dans son organisme. Malgré ces résultats, l'influence directe de ces substances sur ses actes n'a pas été prouvée. Même son médecin, qui décrit Benoît comme un ami, est horrifié. Je suis encore très surpris et choqué, d'autant plus que son enfant est impliqué. La communauté du catch et les fans ont également été laissés sous le choc, aux prises avec la nature horrible des événements. Cette tragédie reste certainement l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la catch professionnelle. En ce qui concerne la toxicomanie et les problèmes de santé mentale, la légendaire Chyna n'a pas été épargnée non plus. Joanie Laurer, mieux connue sous le nom de Chyna, était une figure emblématique de la catch professionnelle, réputée pour sa force et son charisme. Elle a franchi des barrières au sein de la WWE, devenant la première femme à participer au Royal Rumble et à remporter le championnat intercontinental. Cependant, sa vie en dehors du ring a été marquée par des luttes personnelles, notamment des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Chyna a publié sur YouTube une vidéo de 13 minutes qui a été décrite comme obsédante et décousue. En fait, il s'agissait de sa dernière apparition publique. Dans la vidéo, elle semble désorientée. Elle a des difficultés à s'exprimer et elle a peut-être un œil au beurre noir. Elle a mentionné qu'elle prenait des vitamines, mais son comportement a suscité l'inquiétude des fans et des observateurs. Le 20 avril 2016, Chyna a été retrouvée morte dans son appartement en Californie par l'une de ses amies qui n'arrivait pas à la contacter. Et c'est ainsi que la 9e merveille du monde n'a plus fait partie de ce monde après 46 ans de vie. L'autopsie a révélé qu'elle était morte d'une overdose accidentelle d'alcool et de médicaments prescrits, notamment des anxiolytiques et des analgésiques. Ses fans ont rapidement fait part de leur deuil sur les réseaux sociaux. C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons aujourd'hui que nous avons perdu une véritable icône, une super-héroïne dans la vraie vie. Peut-on lire sur la page Facebook officielle de Joanie Laurer. Joanie Laurer, alias Chyna, la 9e merveille du monde, est décédée. Elle vivra à jamais dans la mémoire de ses millions de fans et de tous ceux qui l'ont aimée. En fait, malgré l'amour de ses fans, Lauren a lutté pendant un certain temps avant de mourir. Son combat contre la drogue et l'alcool a été partiellement documenté par la télé-réalité. Lors d'un passage en 2005 dans l'émission The Surreal Life, elle a expliqué qu'elle avait tenté de se suicider en prenant des pilules et qu'elle n'avait pas d'amis. Puis, en 2008, elle a participé à l'émission Celebrity Rehab with Dr. Son Héritage, dont la catch professionnelle reste influent. Mais ses luttes personnelles sont un rappel poignant des vulnérabilités qui peuvent accompagner la vie publique. Un autre décès déchirant, à l'âge de 46 ans, André the Giant. André René Roussimoff, universellement connu sous le nom d'André le Géant, était une figure imposante de la catch professionnelle, au sens propre comme au sens figuré. Du haut de ses 2,13 m et 240 kg environ, son immense taille lui conférait une présence inoubliable sur le ring. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommée la 8e merveille du monde. Né le 19 mai 1946 en France, le parcours d'André vers la célébrité du catch est aussi remarquable que sa stature. Il a commencé sa carrière de catcheur à 18 ans en France, avant d'acquérir une renommée internationale au Japon, au Canada et finalement aux États-Unis. Au cours de ses premières années, il a lutté dans toute l'Europe, mais c'est son passage en Amérique du Nord qui l'a propulsé sous les feux de la rampe. Dans les années 1970 et 1980, André est devenu une figure centrale de la WWF, s'engageant dans des querelles et des matchs mémorables qui ont consolidé son héritage. En particulier, son match contre Hulk Hogan à WrestleMania 3 en 1987 est toujours célébré comme l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du catch. Il s'agit en fait de l'un des plus grands matchs de l'histoire du catch. Les 93 000 fans présents au Pontiac Silverdome ont été fascinés par l'histoire que ces deux hommes ont racontée sur le ring. Ce match a permis de battre des records au box-office. Cependant, il est regrettable que beaucoup se souviennent d'André pour ses derniers jours à la WWF,
en particulier pour ce match à WrestleMania 3. Il est légendaire, certes, mais il montre un André déformé qui semble lutter à plusieurs reprises sur le ring. Le début d'une longue bataille contre la détérioration de sa santé. En effet, la taille extraordinaire d'André était due à l'acromégalie, une maladie endocrinienne rare causée par un excès d'hormones de croissance. Cette maladie a entraîné divers problèmes de santé, notamment des douleurs chroniques, une mobilité réduite et des lésions organiques. Malgré l'existence de traitements chirurgicaux, André a choisi de ne pas se faire opérer, craignant que cela n'affecte sa carrière de catcheur. Cette décision, bien que compréhensible compte tenu de sa passion pour ce sport, a contribué au déclin de sa santé au fil des ans. André a continué à lutter jusqu'au début des années 1990, alors que sa santé se détériorait. Son dernier combat a eu lieu au Japon le 4 décembre 1992. Peu après, il s'est rendu à Paris pour assister aux funérailles de son père. C'est la dernière photo que nous avons de lui, aux côtés de sa famille. Il avait décidé de rester plus longtemps en France pour être avec sa mère le jour de son anniversaire. Il a même passé la veille de sa mort à rendre visite et à jouer aux cartes avec quelques-uns de ses plus vieux amis dans un café. Pourtant, le 27 janvier 1993, 3 jours après les funérailles, André est décédé tragiquement dans son sommeil des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, une complication liée à son acromégalie non traitée. Sa mort a conduit à la création du Hall of Fame de la WWE, dont il a été le tout premier intronisé. André le Géant est peut-être décédé il y a 3 décennies, mais son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Voici la mort d'un autre géant du catch, non seulement pour sa taille, mais aussi pour son impressionnante carrière, Umaga. Sur sa dernière photo avant sa mort, nous voyons le dernier match d'Eddie Umaga, Fatu, qui a eu lieu lors de la dernière soirée de la tournée Hulkamania en Australie, le 28 novembre 2009. Le combat opposait Fatu à Ken Mr. Kennedy Anderson. Ken Kennedy, ancienne star de la WWE, a la particularité d'avoir été le dernier adversaire de feu Eddie Guerrero, mais aussi d'Umaga, 4 ans plus tard. Peu de catcheurs peuvent rivaliser avec l'intensité brute et la présence du Samoan Bulldozer, membre de la légendaire famille Anoa'i, qui compte des icônes du catch comme The Rock, Roman Reigns et Rikishi. Umaga était destiné à la grandeur sur le ring. Du haut de son 1,93 m et de ses 158 kg, il était une force destructrice, connu pour son style brutal, son comportement primitif et son finisher dévastateur, le Samoan Spike. La carrière d'Umaga à la WWE a décollé lorsqu'il a pleinement adopté le personnage sauvage d'Umaga, dominant le milieu des années 2000 en battant des stars comme Shawn Michaels, Triple H et Ric Flair. Son plus grand moment est survenu à WrestleMania 23, lorsqu'il a affronté Bobby Lashley dans la fameuse « Bataille des milliardaires », représentant Vince McMahon contre le combattant de Donald Trump. Le match s'est terminé par une défaite d'Umaga, mais sa réputation est restée intacte. Cependant, les combats qu'il mène dans la vie réelle commencent à le rattraper. En 2007, Umaga a été suspendu pour avoir violé la politique de bien-être de la WWE après avoir été lié à un réseau de distribution de stéroïdes illégaux. Une deuxième violation en 2009 a conduit à sa libération de la WWE après qu'il ait refusé une cure de désintoxication. Il a continué à lutter à l'étranger, en particulier au Mexique, mais sa santé déclinait rapidement. Malheureusement, le 4 décembre 2009, Umaga a été trouvé sans réaction chez lui, du sang coulant de son nez. Transporté d'urgence à l'hôpital, il subit 2 crises cardiaques avant d'être déclaré mort à 36 ans. Son autopsie a confirmé une toxicité aiguë due à un mélange d'analgésiques, de relaxants musculaires et d'anxiolytiques, ainsi qu'une hypertrophie cardiaque. Bien qu'aucun usage récent de stéroïdes n'ait été découvert, des années d'abus de substances et le poids physique du catch l'ont tragiquement rattrapé. Après sa mort, de nombreux acteurs du monde du catch ont reconnu ses problèmes d'addiction, mais se sont surtout attachés à se souvenir de l'homme qui se cachait derrière le monstre. Dawn Marie Psaltis, ancienne catcheuse de la WWE et de l'ECW, a déclaré « Il avait ses démons, mais il trouvait beaucoup de force dans sa famille. » Son fils, Zilla Fatu, a même publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle il parle de la dernière fois qu'il a parlé à son père avant qu'il ne meure. Malgré ses difficultés personnelles, l'héritage d'Umaga perdure. Son neveu, Solo Sikoa, perpétue aujourd'hui sa mémoire en utilisant le Samoan Spike, un mouvement qui rappelle aux fans
le déchaînement d'Umaga à la WWE. Laquelle de ces photos vous semble la plus troublante? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.